Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Romain Legros, je suis le président, directeur général et l'un des fondateurs de la société Geoflex que je vais vous présenter. Et puis, plus globalement, on va parler d'augmentation des systèmes de radiopositionnement spatiaux. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je vois qu'il y a 13 participants, donc on va pouvoir se le permettre. Et je m'excuse par avance si vous entendez quelques bruits d'enfants derrière moi. Oui, Je suis, comme tout le monde, confiné à la maison. Et donc, il est possible qu'ils passent dans la pièce, qu'on essaye de partager du mieux possible. Voilà. Donc, comme je commençais à le décrire, Geoflex est spécialisé dans l'augmentation des services de positionnement par satellite, des GNSS pour Global Navigation Satellite Systems. Donc, c'est tous les systèmes de radiopositionnement spatiaux. Donc, tout le monde connaît le GPS américain. Il y a trois autres constellations, une russe qui s'appelle GLONASS, une chinoise qui s'appelle Beidou et évidemment notre Galileo européen. Euh, donc, on augmente tous ces systèmes partant d'un constat qui est assez simple. Sur la diapo suivante, c'est que aujourd'hui ces GNSS sont partout dans nos vies, mais ont des limitations importantes. On voit sur l'illustration qui est sur la droite deux trajectoires qui ont été empruntées pour un véhicule sur une route entre deux ronds-points, deux fois dans un sens, deux fois dans l'autre. Et si on n'augmente pas les GNSS, on voit que la précision bouge dans plusieurs mètres. C'est les deux courbes rouges, les deux trajectoires rouges là qui s'affichent. Et que si on les augmente, on arrive à avoir plus de précision, notamment plus de précision, je vais décrire ça après, et on obtient les trajectoires vertes. Et donc la question, c'est de se dire que ces GNSS sont partout, mais est-ce qu'on y, dans des applications de systèmes d'aide à la conduite, par exemple, ou de véhicules autonomes, est-ce qu'on accepterait, ou est-ce qu'on confierait notre vie à un système dont la localisation serait effectuée par ces GNSS qui peuvent bouger dans plusieurs mètres et nous emmener sur la voie d'en face? Évidemment non. Et puis, si on, donc ça, c'est quand on se projette dans le monde automobile, hein, qui est un des domaines mass market que tout le monde utilise. Et puis l'autre domaine mass market que tout le monde utilise, c'est le positionnement sur son smartphone. Et là, pareil, est-ce qu'on acceptera toutes les limitations qui sont liées au GNSS dans les nouvelles applications qui se profilent pour notamment mieux manager sa mobilité et l'intermodalité dans ces transports? Probablement que non. Et là, vous avez tous probablement l'expérience en tête du pick-up chez Uber ou autres services de VTC, où de temps en temps ça marche pas parce que le chauffeur ne nous trouve pas et vice-versa. Donc notre job chez Geoflex, c'est d'augmenter ces systèmes. Sur la diapo suivante, pour permettre aux utilisateurs plus de précision, mais également plus de robustesse, d'intégrité dans le positionnement et de continuité au final d'opération. Donc en termes de précision, alors il y a deux notions là-dedans. Il y a la précision qui est comment, si je laisse un récepteur GNSS tourner au même endroit, acquérir des points au même endroit, qui est l'écart à la moyenne, comment le nuage de points va se disperser. Et puis il y a l'exactitude, c'est est-ce que le centre du nuage de points, est-ce que la moyenne est proche de la coordonnée vraie ou réputée vraie du point. En termes d'exactitude et de précision, aujourd'hui, on sait augmenter les GNSS avec la technologie que je vais vous présenter, avec une précision et une exactitude donc, qui peuvent atteindre 4 cm en planimétrie. Donc il faut savoir, je vais expliquer après comment marchent les GNSS, que la précision qu'on obtient n'est pas homogène dans l'espace. Du fait que tous les satellites soient du même côté de la Terre, on a une imprécision qui est plus grande sur la composante verticale, à peu près 2 fois plus grande que sur la composante horizontale. Donc 4 cm en horizontal et donc 8 cm en planimétrie. Et quand on parle de précision, il y a un autre point à avoir en tête qui est le degré de confiance qu'on considère.
Et donc là, on parle de 95%, ce qui signifie que si je laisse toujours sur le même exemple tourner mon système à un endroit donné, bah, je vais regarder quel est le rayon du cercle, pour faire simple, contenant 95% des points qui sont levés, parce qu'il peut y avoir des fautes de mesure, des fautes de calcul. Et donc, je peux avoir une précision à 4 cm à 95%. Et si je passe à 99,9%, je vais pouvoir multiplier ça par presque 2, par exemple. Donc 4 cm, on verra après ce que ça représente, et en termes d'application, et dans l'absolu et en termes d'application. Donc, notre métier, quand je dis on augmente ces GNSS, c'est qu'on va fabriquer un flux de correction. Donc, c'est un flux de données. Je vais décrire tout à l'heure comment c'est fabriqué et ce que ça contient. Et ce flux de données, on le vend dans un format interopérable à des intégrateurs métiers qui peuvent être soit des intégrateurs technologiques, comme des fabricants de récepteurs GNSS ou de systèmes de localisation, ou des intégrateurs applicatifs, comme un fabricant de véhicules, par exemple, ou un développeur d'applications sur téléphone portable. Et ce flux-là, dans ce format interopérable, on le vend sous forme d'abonnement. Et donc, notre modèle de génération de revenus, c'est que l'utilisateur final, si je prends l'utilisateur de l'apps du smartphone, par exemple, paye dans l'abonnement qu'il a avec l'éditeur de l'application, une partie qui termine chez nous sous forme d'abonnement. Donc, c'est 4 cm la précision quand on est avec des récepteurs. Alors, j'allais dire dits professionnels, on va voir ce que ça recouvre. Donc, il y a un récepteur GNSS et une antenne. Et si on utilise des smartphones, du fait de l'intégration de toute la partie GNSS d'un téléphone portable, on obtient, notamment du fait d'une faible qualité sur l'antenne, on obtient une localisation qui est meilleure que le mètre. Et ça, c'est valable partout dans le monde, sur terre, sur mer et dans les airs, même jusqu'à 25 000 km d'altitude, dès qu'on est plus bas que les orbites de ces GNSS. Donc on peut positionner des avions, des satellites d'orbite basse qui font de l'imagerie de la télécom, par exemple. Et ça, sans aucun besoin d'infrastructure proche de l'utilisateur. Et pour faciliter la vie de nos clients intégrateurs, on fournit de manière optionnelle, en plus de ce flux de correction, des kits de développement, logiciels et matériels, voire des services d'accompagnement à l'intégration, de manière à réduire le time to market de nos intégrateurs. Est-ce qu'à ce niveau-là, c'est clair pour tout le monde? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça a l'air d'être bon. Donc, je vais passer à la diapo suivante et entamer, après cette partie descriptive, la manière dont ça fonctionne. Voilà. Donc, en fait, si on regarde, je vous ai dit tout à l'heure, ces systèmes de radiopositionnement spatiaux, ils ont une précision nominale qui est de l'ordre de quelques mètres à quelques dizaines de mètres. Parfois même, ça peut partir bien plus loin. Alors, pourquoi on a cette imprécision-là? Pour se positionner par GNSS. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je la passe sur mon écran ou pas, dans la manière que je vais avoir de décrire. Oui, on la voit bien. Ok, parfait. Donc, en fait, il y a un satellite qui est sous mon pointeur qui va émettre un signal qui est une onde électromagnétique qui va être dirigée vers la Terre. Et le principe du positionnement va être de mesurer ce signal pour remonter à la distance entre le récepteur utilisateur et puis le satellite. Et donc, connaissant la position du satellite et la distance au satellite, on va savoir que le récepteur de l'utilisateur est positionné sur une sphère dont on connaît le centre et le rayon. Et si j'ai 4 satellites bien répartis dans l'espace, l'intersection de 4 sphères va donner un point unique. Si vous arrivez à visualiser la chose, l'intersection de 2 sphères, ça va donner un cercle. L'intersection de 3 sphères, ça va donner 2 points sur le cercle. Et l'intersection de 4 sphères va donner un point unique dans l'espace. Et donc, si j'ai 4 satellites bien répartis,
4 sphères non confondues, je vais avoir des intersections franches de sphères et je vais avoir un point unique de manière univoque dans l'espace. Et là, on a une précision qui est seulement de quelques mètres à quelques dizaines de mètres, parce que déjà, on ne sait pas où sont positionnés les satellites à chaque instant à mieux qu'1 mètre. Les constellations envoient dans le message qu'elles envoient vers la Terre, le signal là que j'ai commencé à décrire, la phase du signal est modulée par un code pour porter de l'information, dont les coordonnées des satellites. C'est renvoyé toutes les 15 minutes au segment sol et c'est rechargé dans les constellations toutes les 6 heures. Donc on calcule la position en regardant où sont passés les satellites sur les 24 dernières heures. On calcule, on estime, on extrapole la position que vont avoir les satellites sur les 6 prochaines heures. Donc il y a déjà un mécanisme un peu complexe qui est mis en œuvre par les opérateurs des constellations, mais malgré ça, on n'a pas mieux que le mètre. On ne sait pas estimer sur ces 6 heures où va être le SAT à mieux qu'1 mètre. Donc déjà impossible de se positionner à mieux que le mètre côté utilisateur. Ensuite, pour mesurer la distance entre le satellite et le récepteur de l'utilisateur, on va mesurer le temps de parcours du signal. Et donc cette onde électromagnétique, c'est comme la lumière, c'est une autre onde électromagnétique. Elle se propage dans le vide à une vitesse de 300 000 km par seconde. Et donc le milliardième de seconde, donc 10-9 secondes, hein, c'est par exemple 1 million de fois plus précis qu'une très bonne montre quartz. Cette nanoseconde d'incertitude dans la mesure du temps va engendrer en distance une erreur sur la distance mesurée de 30 cm. Côté satellite, on a des horloges atomiques de haute qualité qui valent plusieurs millions d'euros. Et ces horloges atomiques ont des erreurs de l'ordre de la dizaine de nanosecondes. Donc la dizaine de nanosecondes, ça fait déjà 3 mètres d'erreur sur la mesure de distance. Donc on voit déjà que du fait de ces 3 mètres sur la mesure de distance, ici l'épaisseur de la sphère en vert côté utilisateur, elle va être d'au moins 3 mètres d'épaisseur. Ensuite, on a également les erreurs d'électronique dans le satellite. Le satellite, à un moment donné, il va être éclairé par le soleil, il va y avoir une température de bord de 80 degrés. Il va passer en éclipse de la Terre, il va passer à l'ombre de la Terre, et là, on va avoir une température de bord de moins 40 degrés. Et donc, ces 120 degrés d'amplitude thermique vont générer quelques nanosecondes d'erreur dans la propagation du signal entre le générateur du signal et l'antenne, du fait que le câble se dilate, donc s'allonge et se rétrécisse. Et donc, on se reprend quelques multiples de 30 cm. Donc, si on veut se positionner précisément, on parle de quelques centimètres côté utilisateur, il faut maîtriser les erreurs d'orbite des satellites, les erreurs d'horloge des satellites et les erreurs d'électronique des satellites, et ça en temps réel. Ensuite, le signal, tant qu'il va se propager dans le vide, ça va bien se passer. Dès qu'il va arriver dans l'atmosphère, les choses vont se compliquer. Dans une couche qui s'appelle la ionosphère, qui est à peu près 1000 km d'altitude, en fonction de la quantité d'électrons qui vont être rencontrés par le signal va se réfléchir et se réfracter. Donc, pour le dire avec des mots de tous les jours, il va rebondir sur les particules électriques. Et donc, le temps de propagation qu'on va mesurer va pas être la distance directe géométrique entre l'émetteur et le récepteur. Il va y avoir un allongement du signal du fait de cette réflexion-réfraction sur les particules électriques chargées. Ça peut atteindre quelques centaines de mètres d'allongement de trajet. Et ça, c'est pas facilement modélisable puisque cette quantité de particules chargées va dépendre de l'activité du Soleil, comment le Soleil envoie plus ou moins d'électrons vers la Terre, et puis de comment ces électrons vont se répartir dans cette couche en fonction du champ magnétique terrestre, par exemple. Donc c'est très dynamique, et ça aussi, ça doit être corrigé en temps réel. Et puis enfin, quand on arrive à 10-20 km d'altitude, on rencontre de la vapeur d'eau. Donc ça, c'est l'atmosphère telle qu'on la vit tous les jours, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il fait beau, les nuages. Et là, en fonction de la teneur en vapeur d'eau, le signal va aussi se réfléchir et se réfracter, et ça peut atteindre 10 à 20 mètres quand il y a beaucoup d'eau précipitable dans la troposphère. Et donc, au final, on voit que du fait des erreurs sur les satellites, des erreurs atmosphériques, on a plusieurs mètres, dizaines de mètres qui arrivent avec des possibilités sur quelques centaines de mètres.
Attends, excuse-moi, j'ai fait une action qui n'est pas bonne. Si tu m'entends, fais pause. Tu m'entends, Romain? Oui, je t'entends de nouveau. Ouais. Ouais, excuse-moi, j'ai merdé, je voulais couper le son derrière et en fait j'ai coupé ton micro avec tout le monde. Voilà, tu peux y aller, je touche plus à rien. Vas-y, recommence. J'ai parlé tout seul jusqu'à quand? On était sur la vapeur d'eau qui rallongeait encore du chemin Le temps de ton parcours électron, là. Bon, le temps du de parcours, là, signal. sur la troisième phase dans la troposphère. Parfait. Donc ça peut atteindre 10 à 20 mètres. Et puis enfin, quand on arrive dans le récepteur utilisateur, bah, de nouveau, là, il y a l'erreur d'horloge du récepteur et les biais d'électronique du récepteur. Et ça, c'est un poste qui est prépondérant. Ici, on n'a pas d'horloge atomique. Donc on a des quartz mieux stabilisés en température. C'est plutôt de l'ordre de la microseconde en précision de datation. Et donc la microseconde, ça fait 300 mètres sur la mesure de, sur l'erreur de mesure de distance au satellite. Alors je vous parle de centaines de mètres et de sphères qui ont des épaisseurs de plusieurs centaines de mètres. Et donc au final, l'intersection de sphères qui ont des épaisseurs de plusieurs centaines de mètres, ça donne des volumes super importants. Et on caractérise bien quand même qu'on n'a que quelques mètres ou quelques dizaines de mètres d'erreur quand on utilise un smartphone, par exemple. Et ça, c'est lié au fait qu'en fait, les erreurs, il n'y a aucune raison qu'elles aillent toutes dans le même sens et qu'elles se somment. Elles peuvent se compenser. Si j'ai 300 mètres d'erreur liées à la propagation atmosphérique et moins 300 mètres d'erreur liées au biais d'horloge récepteur, bah, j'ai un bilan nul. Et donc, au final, les erreurs se compensent. Mais malgré tout, bah, voilà, le système est imparfait et donc on se récupère quelques mètres ou dizaines de mètres. Et donc, pour pouvoir se positionner précisément, bah, va falloir estimer ou modéliser ou trouver des systèmes pour annuler toutes les erreurs précitées de manière à pouvoir réduire l'imprécision de la localisation par satellite. Et ça, c'est ce qu'on va faire avec une technologie. Alors peut-être je peux également vous laisser peut-être quelques secondes si quelqu'un voulait poser une question et qu'il y avait quelque chose de pas clair. Parfait. Donc pour résoudre toutes ces erreurs, on utilise côté Geoflex une technologie qui s'appelle PPP, pour positionnement ponctuel précis ou Precise Point Positioning en anglais, qui va consister à modéliser et estimer toutes les erreurs là que je viens de vous décrire. Donc comment ça fonctionne? On a une infrastructure mondiale de 80 stations partout dans le monde. Chaque satellite est vu par au moins 5 stations au sol bien réparties. Ces stations sont connectées par des liens temps réel à plusieurs centres de calcul sur lesquels, par méthode logicielle, on va traiter ces observations pour pouvoir modéliser en temps réel toutes les erreurs satellites dépendantes, donc les erreurs d'horloge, les erreurs d'orbite, les biais d'électronique des satellites. Et toutes ces quantités étant communes pour tous les utilisateurs, on va pouvoir les envoyer aux utilisateurs. Et donc, on voit que c'est une technologie qui permet de connecter un grand nombre d'utilisateurs, puisque la charge de calcul qu'on a sur ces centres de données et de calcul est liée au nombre de satellites et au nombre de signaux qu'on traite, mais pas au nombre d'utilisateurs. Ce qui est assez sympa quand on veut s'adresser des marchés automobiles avec des dizaines et des centaines de millions de véhicules en fonction, ou quand on veut adresser le domaine du LBS, Location Based Services, les services géolocalisés grand public sur smartphone, où là on peut passer de millions à centaines de millions, voire, alors j'allais dire virtuellement ou potentiellement des milliards d'utilisateurs. On ne peut pas avoir des systèmes d'augmentation dont la charge de calcul est proportionnée au nombre d'utilisateurs. Donc on envoie ces quantités qui sont communes à tout le monde aux utilisateurs et les utilisateurs synchronisent ces erreurs satellites dépendantes à leur propre mesure. Donc en même temps, ils font la mesure avec leur récepteur GNSS sur les satellites sur lesquels on a construit les corrections. Tout ça, ça marche à peu près en temps réel, à l'échelle de quelques secondes. Et on envoie la correction à synchroniser à la mesure faite par le récepteur utilisateur. Et il reste au récepteur de l'utilisateur ou à un morceau de logiciel pas très loin du récepteur de l'utilisateur
à estimer en temps réel toutes les erreurs locales qui sont liées à l'atmosphère et aux erreurs du récepteur lui-même. On diffuse les corrections, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans un format interopérable. Donc chacun de nos intégrateurs est libre de faire lui-même le logiciel qui permet d'utiliser les corrections, de les synchroniser aux mesures, et puis d'aller ou pas plus ou moins finement estimer ce qui se passe localement sur l'équation de mesure GNSS, voire y coupler d'autres capteurs. Typiquement, quand on est sur un tracteur ou un engin de BTP ou une voiture, bah, la brique de positionnement global du véhicule va intégrer du GNSS, mais également d'autres capteurs, comme de la mesure inertielle, de la mesure de vitesse sol en comptant le nombre de tours de roue, par exemple. Et donc, toutes ces mesures-là peuvent concourir, peuvent enrichir le moteur de positionnement global qui va être GNSS plus inertiel plus odométrie, par exemple. Et donc, chacun de nos intégrateurs est capable, s'il en a les compétences, de se construire sa propre brique de localisation. Et ça, c'est important de manière à ce qu'il n'y ait pas de code en boîte noire côté utilisateur, si l'utilisateur doit passer des processus de certification et de normalisation. Pour gérer la sûreté de la vie humaine dans les véhicules, il faut répondre à des normes sécuritaires. Donc tout ça est très réglementé et donc il faut que chaque opérateur connaisse les événements redoutés du logiciel qu'il met en place dans son véhicule pour le positionner. Et donc ce modèle de fournir ces corrections dans un format interopérable, on est aujourd'hui le seul à le porter, de manière à activer, à enabler en anglais tous nos intégrateurs et principalement intégrateurs applicatifs. Et cette techno-là, vous voyez le logo du CNES apparaître, c'est une techno qu'on a vu apparaître au CNES côté Geoflex en 2012 avec un démonstrateur scientifique. Il n'y avait pas de récepteur l'utilisant. On a fabriqué les premiers récepteurs, le premier moteur de positionnement permettant de traiter les corrections. On a fait des recétages terrain. Ça nous a permis de nous rapprocher du CNES, de signer des accords exclusifs et mondiaux avec le CNES pour industrialiser et commercialiser la technologie. Ça, c'était en 2016. Et en 2018, on lançait les premiers services opérationnels sur la base que je viens de décrire là. Est-ce que vous avez des questions? Parfait. Alors, si on regarde en termes de précision, ce que ça permet d'obtenir, ici, on a les trois composantes de localisation, donc est-ouest, nord-sud et up-down sur la composante verticale. Et donc, bah, quand j'allume mon récepteur, ici, sur le premier trait vertical, on allume le récepteur, on reçoit les corrections satellites dépendantes. Très rapidement, on arrive à une précision qui est submétrique. Et puis, la précision va converger, va s'affiner petit à petit au fur et à mesure que le moteur de positionnement côté récepteur va estimer de manière plus en plus fine, par méthode statistique et par accumulation de mesures, toutes les erreurs locales, atmosphériques et les erreurs récepteurs, jusqu'à atteindre, au bout d'une trentaine de minutes, un mode centimétrique où on a cette précision annoncée tout à l'heure de 4 cm en planimétrie avec un seuil de confiance à 95%. Ces 4 cm, 2D 95%, autre manière de l'exprimer. Alors, je vais commencer par ici, là, sur le nuage de points qu'on va à droite. Si je laisse un récepteur stationnaire sur un point qui est connu en coordonnées, pour faire des points toutes les secondes, et je laisse le récepteur tourner comme ça pendant 24 heures, on revoit ici en bleu la phase de convergence, qui permet d'arriver en 30 minutes vers la précision nominale, et puis ensuite on a les 23h30. Je reprends mes explications. Il y a 11 personnes de reconnectées. Bon, super. Désolée à tous, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a coupé d'un coup. Et ce n'est pas moi pour une fois. Allez, je te laisse continuer. Merci. Donc, on voit ici la manière dont on arrive vers la précision de 4 cm sur le récepteur utilisateur sur les trois composantes est, nord et up. Quand j'allume mon récepteur, je reçois les corrections satellites dépendantes précédemment décrites. Assez rapidement, je suis sous le mètre
Et puis, la précision va s'affiner, va s'améliorer dans un processus de convergence au fur et à mesure que le moteur de positionnement côté utilisateur va faire des mesures, il va pouvoir estimer de mieux en mieux les erreurs récepteurs et les erreurs d'atmosphère pour converger et atteindre en une trentaine de minutes la précision de 4 cm 2D 95% qu'on voit représentée ici en vert. Si on laisse le récepteur comme ça tourner pendant 24 heures et mesurer 1 point par seconde, on voit le nuage de points ici résultant, donc les 30 premières minutes en bleu, les 23h30 en vert. Et on voit ici l'ellipse dans laquelle vont tomber 95% des points. Et cette ellipse, on voit ici les indicateurs statistiques, elle a un grand axe ici qui fait 4 cm, et puis un petit axe ici qui fait 3 cm. Et donc 95% des points sont, pour simplifier, dans un cercle de rayon 4 cm. Autre manière de le dire, si on veut voir où sont 68% des points, ben on divise ça par 2. Et donc 68% des points sont dans un cercle de rayon 2 cm. Et un cercle de rayon 2 cm, c'est une pièce de 2 € pour que vous puissiez vous fixer les choses et les ordres de grandeur. Et donc ça veut dire que je peux me localiser avec un niveau de confiance à 68%, avec une imprécision qui n'excède pas la taille d'une pièce de 2 €, et ça partout dans le monde, au milieu des océans, dans les airs jusqu'à 25 000 km d'altitude et partout sur Terre, évidemment. Donc ça, c'est le mode, alors j'allais dire basique, mettons-y tous les guillemets autour, vu la précision qu'on peut obtenir. Alors, c'est des précisions qui sont obtenues dans des environnements, dans un environnement idéal. On pourra discuter de ça après si vous avez des questions. Donc, on est typiquement, par exemple, sur le toit d'un bâtiment et donc on fait des observations sur les satellites qui ne sont pas affectés de tout ce qu'on pourrait avoir si on était dans une rue d'un centre-ville. Donc, il n'y a pas trop de multitrajets. Le signal des satellites qui arrive directement sur l'antenne, c'est le trajet direct. Si le signal se réfléchit sur un bâtiment avant d'arriver sur l'antenne, ben, il y a un multitrajet. Il n'y a pas de perte de poursuite des satellites qui peuvent survenir si je me balade avec mon téléphone portable à la main, que je passe derrière un bâtiment ou que je longe le pied d'un bâtiment, ben, je peux perdre tous les satellites qui sont derrière le bâtiment, etc., etc. Donc, dans des conditions d'observation pseudo-parfaites, on atteint cette précision de 4 cm. On verra après ce que ça veut dire dans des environnements routiers, par exemple. Donc, si on regarde la série temporelle là sur 24 heures, vous avez ici les premières graduations sur l'axe des ordonnées qui sont à 7,5 cm, et donc quasiment 100% des points tombent là-dedans. On voit qu'on a 2 sigma, quelques dizaines de millimètres à 95%, dizaines de millimètres d'imprécision sur toutes les composantes, et qu'on a un positionnement qui est exact et précis. Alors évidemment, les 30 minutes, il y a certaines applications pour lesquelles les 30 minutes de convergence sont un facteur limitant. Alors ça ne veut pas dire que pendant 30 minutes, on ne peut pas utiliser le système, ça veut dire qu'on n'en a pas la pleine précision. Assez rapidement, dans la mesure où je suis sous le mètre, puis à quelques dizaines de centimètres, il y a plein d'applications où ça peut suffire. Si on parle de système d'aide à la conduite, d'ADAS, Advanced Driver Assistance System, pour faire par exemple des fonctions automobiles de centrage sur voie de circulation, pour aider le conducteur à maintenir sa voie de circulation. Il y a ça sur 40% des voitures à peu près. Quelques dizaines de centimètres de précision, ça suffit parce que le système fonctionne également avec des caméras qui vont lire le marquage des lignes blanches. Et donc l'asservissement du véhicule est fait à quelques dizaines de centimètres. Il y a des applications où c'est pas possible. Typiquement dans le domaine des géomètres topographes, attendre 30 minutes avant d'avoir les quelques centimètres nécessaires pour aller borner une parcelle cadastrale, c'est 30 minutes d'improductivité. Et là, on sait réduire le temps de convergence pour le passer de 1 à 5 minutes en ajoutant localement une station permanente qu'on voit représentée ici, qui va faire des mesures, qui va être connue en coordonnées, qui va faire des mesures assez similaires d'un point de vue perturbation atmosphérique de celles qui sont faites sur les récepteurs qui sont dans moins de 100 km autour de cette station. Et donc, en envoyant des corrections d'atmosphère
calculer à partir de ces mesures sur cette station permanente à tous les utilisateurs qui sont dans un cercle de rayon 100 km, on va pouvoir réduire, c'est ce qu'on voit ici, le temps de convergence en bleu à moins de 5 minutes. Et donc, typiquement, en mettant comme ça, alors plusieurs stratégies de déploiement sont possibles. Si j'en mets une en région parisienne, par exemple sur Paris, je couvre toute l'île de France. Si j'en mets une à Toulouse, je couvre une bonne partie de l'Occitanie, etc., etc. Je peux, comme ça, en couvrant les principales métropoles européennes, peut-être aller chercher 60-70% de la population européenne avec quelques dizaines d'équipements. En allant mettre, si je veux une couverture homogène de tout le pays, faut installer tous les 100 km. Si on veut avoir un petit peu de redondance dans le système, une station de ce type-là, et donc ça fait un réseau de 50 stations sur la France, qu'on est par exemple en train de finaliser, de manière à pouvoir démontrer à nos intégrateurs, globalement partout dans le monde, qu'on a cette techno, et donc que ce qu'on a fait en termes d'augmentation locale, en France, on peut le répéter n'importe où, on peut le reproduire n'importe où, et puis on a quelques-uns de nos intégrateurs qui sont français, et donc auprès de qui on apporte ce service complémentaire. Et tout ce que je vous raconte là, entendez que ça marche, c'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure. On voit ici une petite note en rouge, c'est compatible de tous les récepteurs GNSS mass market qu'on commence à voir arriver, à quelques dizaines d'euros quand on les intègre en petite quantité. Il y a quelques années de ça, les récepteurs GNSS multi-constellations et multi-fréquences qui étaient nécessaires pour obtenir ce type de précision avaient des prix à l'unité qui étaient de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'euros. Maintenant, à l'unité, on arrive à des prix qui sont dans l'ordre de la centaine d'euros, et quand on les achète en quantité, de l'ordre de quelques dizaines ou quelques euros. Romain, c'est Christa, c'est ces gens-là que tu appelles les intégrateurs? Alors, les intégrateurs, des fabricants de récepteurs GNSS peuvent être des intégrateurs technologiques, ouais. Donc, on a des discussions avec certains fabricants de récepteurs GNSS pour intégrer la techno directement dans leur chipset, dans leur électronique. Et puis, on a l'autre catégorie d'intégrateurs qui sont plus bas dans la chaîne de valeur, plus proches du terrain, qui sont des intégrateurs applicatifs. Et là, c'est les gens dont le métier ou la meilleure pratique du métier requiert une meilleure fonction de localisation, dont le GNSS augmenté est l'une des briques. D'accord. Et donc là, tu travailles directement avec ces intégrateurs, donc on va dire au niveau applicatif, pour qu'ils puissent intégrer le flux de données que tu renverras dans leur propre matériel. Donc là, c'est du sur-mesure. Exactement, et en leur laissant le choix du matériel, c'est toute la vertu de fournir le flux de correction dans un format interopérable. C'est que, de fait, ils sont capables de le traiter et de le synchroniser aux mesures de la puce du récepteur GNSS de leur choix. D'accord. Donc, en faisant ça, en fait, on n'oriente pas le marché et on ouvre notre système à l'ensemble des écosystèmes aval applicatifs. Et là, on a une position qui est radicalement différente. On est clairement opérateur de flux de correction. La majorité ou la quasi-totalité des autres acteurs étant eux-mêmes des fabricants de récepteurs qui fournissent des corrections pour améliorer la précision de leurs récepteurs, et puis souvent des briques logicielles applicatives aval qui vont utiliser les positions déterminées par le récepteur. Et donc, ils bâtissent comme ça des silos complètement propriétaires, verticalisés, où personne n'a la main sur rien et où il y a une captation de valeur importante de la part de ces acteurs. Donc, on est, nous, dans une logique complètement différente. Là où ils sont verticaux, on se positionne de manière horizontale et assez haut dans la chaîne de valeur pour laisser les intégrateurs applicatifs faire correctement leur travail et conserver leur singularité et leur valeur. D'où l'intérêt qu'on a, je reboucle avec l'intérêt qu'on a à être dans le district, qui est pour nous un vivier potentiel d'intégrateurs pour accompagner les gens qui ont besoin de ces technos pour réaliser leur brique applicative. Et ce pourquoi nous sommes ravis de t'avoir en tant que partenaire dans le district, si je puis dire. Merci pour cette précision. Merci pour la réponse. Je recoupe mon micro.
Donc, il y a d'autres manières de faire pour obtenir des temps de convergence réduits. Donc, soit on met une station permanente à moins de 100 km des utilisateurs, c'est ce qu'on vient de voir, soit on utilise des récepteurs GNSS qui font des mesures sur plus de 2 fréquences, donc 3, 4 ou 5 fréquences. Aujourd'hui, c'est possible avec les nouvelles constellations de satellites comme Galileo ou Beidou. Et donc, plus je vais faire des mesures sur un nombre de fréquences importantes, plus à chaque époque d'observation, je vais avoir, plus à chaque seconde, je vais avoir un nombre d'observables important sur chacune des fréquences. Plus je vais faire de mesures, plus je vais estimer rapidement les erreurs locales. Et on voit qu'en faisant du tri-fréquence, alors là, on est sur des récepteurs qui sont pas encore arrivés dans le mass market. Donc, on passe de quelques centaines d'euros sur le prix des récepteurs à l'unité à des récepteurs qui repassent dans les quelques milliers d'euros. On arrive sur une époque à avoir 20-30 cm de précision et puis à arriver à 10 cm en moins de 5 minutes, et ça partout dans le monde et sans l'appui d'aucune infrastructure localement. Et donc ça peut être compatible, des récepteurs à quelques milliers d'euros, par exemple de véhicules autonomes, type bus, type camion, type robotaxi. Ça peut être compatible de trains pour localiser précisément un train. Il n'y a pas de souci à avoir un récepteur onéreux à bord du train. Ça peut être compatible d'applications de type agricole, où là aussi, dès qu'on a des outils de production, ça s'intègre dans des coûts d'opération, et où il y a tout un paquet de métiers, on verra après lesquels, qui sont en capacité d'utiliser comme ça des récepteurs à quelques milliers d'euros. Alors évidemment, tout ça, ça marche en temps réel, mais ça peut aussi marcher en temps différé. Donc en temps réel, c'est ce que je décrivais tout à l'heure, il faut des moyens télécoms pour amener les corrections jusqu'aux utilisateurs. Et puis en temps différé, la logique est un peu différente. On va stocker ces observations réalisées sur le terrain et puis on va les synchroniser en rentrant au bureau. Dès qu'on reprend de la connexion, de la connectivité Internet, on va poster ces observables sur un centre d'opération et là, on va nous synchroniser. Donc le logiciel, le moteur de positionnement qui était localisé côté récepteur, on va le localiser côté service, côté cloud, et là, récupérant les observables d'un récepteur, on va pouvoir synchroniser nos corrections qui vont être stockées sous forme de fichiers aux mesures qui vont être également dans un fichier, et donc on va pouvoir procéder au calcul. Donc on voit ici la phase de convergence que je décrivais tout à l'heure en vert. Au bout de 1200 secondes, on a éteint et rallumé le moteur de positionnement pour montrer ce qui pouvait se passer s'il y avait une coupure, soit dans le flux de correction, soit dans le flux d'observation. Et donc on reprend cette phase de convergence qui dure une demi-heure. C'est ce qu'on voit ici en vert. Et donc là, sur la courbe verte, on reste sur ce que j'ai décrit tout à l'heure. Mais on va pouvoir faire quelque chose d'assez sympa en pouvant travailler en temps différé, c'est qu'on va pouvoir prendre la dernière époque mesurée comme la première époque d'un calcul qui va remonter le temps, et donc on va avoir la courbe de convergence ici de 30 minutes en rouge. Lors de la coupure, on va avoir de nouveau les 30 minutes en rouge, et si je cumule le rouge et le vert, si je fais dans un mode forward, backward, la combinaison des solutions rouge et verte, j'obtiens la solution bleue où j'ai annihilé les temps de convergence. Et donc, il y a un certain nombre d'applications où on n'a pas besoin du temps réel. Typiquement, si on prend une vedette bathymétrique, un bateau qui va coupler un récepteur GNSS à un échosondeur acoustique pour déterminer la carte du fond d'une rivière ou d'un port, on n'a pas besoin d'obtenir la carte en temps réel. Donc, il y a tout un paquet d'utilisations où on peut utiliser, on a plutôt intérêt à faire du post-traitement pour pouvoir faire ces combinaisons forward-backward qui permettent d'éliminer un certain nombre, d'améliorer assez significativement la qualité des calculs réalisés. Est-ce qu'à ce stade de la présentation, il y a certains d'entre vous qui auraient des questions? Alors, il y a deux possibilités. Soit je suis extrêmement limpide et clair dans mes explications, soit au contraire, c'est complètement incompréhensible et personne n'ose poser de questions.
Non, Romain, on est juste reparti sur un peu de physique et ça nous fait bizarre là, ça faisait longtemps. Pas pour moi en tout cas. Non, c'est Avec vrai les que c'est mains, assez hein. technique. C'est vrai que c'est assez technique. Bon, après, chacun y prend jusqu'où il en a besoin, j'imagine. Mais bon, c'est aussi une manière de mieux comprendre comment tu arrives à cette précision centimétrique et dans quelles conditions, etc. Donc voilà, je pense qu'en tout cas, ils sont pas partis, donc c'est que ça les intéresse encore. Je te laisse continuer. Enfin, vraiment, je vous encourage à poser des questions et il n'y a aucun scrupule. Donc, il y a d'autres solutions qui Ah existent. oui. Alors ne quitte pas, ils me disent sur les remarques, c'est très clair. Non, c'est très clair, c'est très très clair, c'est très bien expliqué. Bonjour, c'est très clair. Bon, bah, je pense que c'est bon. Parfait. Alors il y a une question sur une zone comme la France, PPP et RTK sont concurrents en termes de perfo, point d'interrogation. Bonjour Eric, merci pour cette question. Bonjour Eric, et vous avez parfaitement raison. Il y a d'autres systèmes d'augmentation GNSS qui existent, et on pourrait même dire que le RTK est même alors plutôt meilleur. On va voir après ce que ça revêt comme réalité, mais en termes de performance, si j'installe 200 stations sur la France, ici, tous les 60 km, pour faire du RTK en réseau, du NRTK, Network Real-Time Kinématique, c'est pas 1 à 5 minutes de temps de convergence qu'on va avoir, comme j'ai expliqué précédemment, en PPP RTK. Ça va être quelques secondes ou quelques dizaines de secondes. Donc le RTK peut fournir, dans certains cas d'emploi, quand il existe, peut fournir des solutions qui sont similaires en termes de précision et un petit peu meilleures en termes de rapidité de mise en œuvre. Ceci dit, il faut C'est quoi? installer 200 stations sur la France pour faire du NRTK, et c'est ce que je voulais montrer dans cette diapo. À côté de ça, avec 80 stations dans le monde, on délivre les 4 cm, certes avec un temps de convergence. Si j'ai des récepteurs trifréquences qui se limitent à moins de 5 minutes, mais clairement, on ne peut pas déployer du NRTK partout dans le monde pour accompagner des industriels qui vendent partout dans le monde, type Renault, type Continental, enfin tous les gens qui ont une activité mondiale. Eux sont à la recherche, tous ces intégrateurs. C'est pareil pour un développeur d'apps. La vertu du PPP, en fait, c'est concevez une fois et vendez partout sans spécification, sans spécificité locale. Et en fait, pour ramener ça à mon petit bout de parcours, là, ce réseau que vous voyez ici, c'est les stations du réseau Orpheon, qui est opéré par Geodata Diffusion, et c'est une société que j'ai créée en 2004. Donc j'ai mis en place tous ces petits points verts là, ce qui m'a valu des bons moments partout dans le pays. Et j'ai revendu cette société pour m'occuper de Geoflex et passer de l'échelle française à l'échelle mondiale en 2014 au groupe Hexagone, donc Leica Geosystem, Novatel et une petite centaine d'autres compagnies pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, mais pouvoir accompagner mes gros intégrateurs partout dans le monde avec un système qui puisse assurer le scale-up, le passage à l'échelle. Et l'autre problématique qu'on a dans des modes comme ça, de type NRTK, pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, il faut beaucoup de stations parce qu'on ne va pas être en capacité dans ces technologies-là dites différentielles de modéliser, d'estimer chacune des sources d'erreurs sur l'équation de mesure. On va regarder quelle est la résultante de toutes ces erreurs sur un point connu en coordonnées proche de là où on est, et on va appliquer l'erreur vue sur chacune des stations permanentes qui nous entourent et faire de l'interpolation d'erreurs sur la position sur laquelle on se trouve. Et donc, il faut être dans un process bidirectionnel où il faut envoyer sa position à l'infrastructure, que l'infrastructure réponde avec l'erreur interpolée à la position sur laquelle on est. Et ça, c'est très compliqué d'un point de vue certification, parce qu'il faut s'assurer que le serveur soit en capacité ou suffisamment robuste pour répondre 2 fois la même chose à la même requête, ce qui est loin d'être gagné en fait quand on arrive dans des systèmes sécuritaires. Donc, et puis la charge de calcul va directement dépendre du nombre d'utilisateurs qui sont connectés sur le terrain. Si j'ai 3000 utilisateurs en France en simultané, le serveur va calculer 3000 jeux de correction à fournir à chacun des utilisateurs. Donc imaginez ça dans un système en smartphone là où Orange a 34 millions d'abonnés. Ça marche plus. Donc c'est pas passable à l'échelle. Et puis, ça permet pas, ces systèmes NRTK, de faire des hybridations multicapteurs. Alors, je vais le faire avec les mains.
et l'expliquer très simplement. Je vous ai dit tout à l'heure, pour que qu'on pouvait coupler du GNSS à des centrales inertielles, à de la mesure odométrique, donc vitesse sol. En fait, le GNSS a lui-même ses propres conditions d'emploi. Hein, pour faire simple, ça va marcher quand on voit bien le ciel, mais quand on est dans des tunnels, quand on est sous des arbres, quand on est dans des canyons urbains, ça va se dégrader. Et donc, pour obtenir la fonction de localisation la plus qualitative possible, il va falloir faire de la fusion de capteurs et coupler l'augmentation GNSS, hein, qui est quand même une super brique techno pour obtenir des coordonnées partout sur Terre dans un référentiel homogène et bien déterminé. Il va falloir coupler cette augmentation GNSS à d'autres briques. Sur la partie gauche, ici, on voit des briques de mesure inertielle et d'odométrie, donc typiquement de mesure de vitesse sol, par exemple d'odométrie tour de roue. On va compter le nombre de tours d'une roue. Connaissant le développé de la roue, on va savoir quelle est la distance qu'on a parcourue. Et donc, partant des derniers points connus en coordonnées, je vais pouvoir, si j'ai également l'angle dans la colonne de direction, estimer la position sur laquelle je me trouve uniquement par odométrie, si je suis dans un tunnel. Si j'ajoute les mesures d'accélération et de vitesse angulaire d'une centrale inertielle, en intégrant 2 fois l'accélération, je vais être dans le domaine de la position, et en intégrant 1 fois la vitesse de rotation, je vais être également dans le domaine de la position, je vais pouvoir mieux estimer ma position à l'estime. Et puis, donc ça, c'est des capteurs qu'on va embarquer dans le véhicule. Et donc le véhicule avec un capteur GNSS, un capteur inertiel, un capteur odométrique va être autonome en termes de localisation, de fonction de localisation pour fonctionner quasiment partout. Ce qu'on peut dire pour fixer les choses, l'augmentation GNSS, elle va marcher dans 80% du monde réel. Je peux arriver à peut-être 90% en couplant ces briques inertielles et odométriques. Mais malgré tout, ça va dériver assez rapidement parce que en intégrant la vitesse, je vais intégrer le bruit de la vitesse et donc je vais amplifier ce bruit. Donc on peut tenir une précision centimétrique avec des centrales inertielles très haut de gamme. On parle d'équipements à plusieurs centaines de milliers d'euros pour fixer les choses. Je vais pouvoir tenir quelques centaines de mètres, la précision centimétrique, uniquement par inertie. Et puis quand je vais être avec un capteur bas coût, quelques dizaines d'euros sur un véhicule, je vais tenir quelques dizaines de mètres. Donc assez rapidement, il va falloir également ajouter d'autres briques, comme des capteurs optiques qui vont permettre d'aller mesurer, de se faire une image de l'environnement. C'est ce qu'on voit ici. On voit un scan laser obtenu ici par un laser scanner autour d'un véhicule. Donc on scanne l'environnement. Et si j'arrive à reconnaître des morceaux de cet environnement par comparaison avec le contenu d'une carte digitale haute définition, je vois mon bâtiment avec mon capteur, je trouve mon bâtiment dans ma carte HD, je trouve la coordonnée du coin ici de mon bâtiment, mon scanner laser pour ce point va avoir fait une mesure de distance, le point est connu en coordonnées, donc ça va faire comme un satellite dans le système, un point connu en coordonnées avec une mesure de distance, et donc je peux utiliser cette information-là comme une des sphères permettant de localiser le véhicule. Et donc, par exemple, dans un tunnel, avec 4 points lidar ou 4 points obtenus par des caméras stéréo et comparés à des cartes HD, je vais pouvoir localiser mon véhicule. Et dans les zones transitionnelles où je rentre dans le tunnel, je vais pouvoir utiliser, j'aurai mes 4 satellites avant le tunnel, puis 3, puis 2, puis 1, puis 0. Et au fur et à mesure, il faut maintenir un système où on a des mesures locales, optiques, ou inertielle odométrique permettant d'assurer la continuité de la fonction. Et là, quand on réfléchit comme ça, on a un changement de paradigme fort. Aujourd'hui, les opérateurs de cartes digitales essayent de cartographier l'intégralité du monde pour faire leur carte HD. La proposition de valeur qu'on leur apporte est de dire commençons par mettre ces cartes HD là où le GNSS augmenté d'une centrale inertielle et d'une brique odométrique ne suffit plus. Et là, en faisant ça, on réduit la nécessité absolue de cartes HD aux 10% de l'environnement où elles sont strictement nécessaires. Et aujourd'hui, pour fixer les choses, là, les opérateurs de cartes HD comme TopTom, comme IR, pour prendre des acteurs bien connus, peinent
à lever et à maintenir des cartes HD sur plus de quelques centaines de milliers de kilomètres d'autoroute dans le monde. Parce que on se rend compte qu'il faut acquérir ces cartes-là, et dès que le bâtiment va changer, dès qu'un arbre va être coupé, dès quelque chose de nouveau va être construit, un échafaudage sur le bâtiment venant masquer les points d'amer levés sur le bâtiment, en fait, il faut mettre à jour la carte et quasiment en continu. Et là, on rentre dans des usines à gaz qui font qu'il y a des difficultés et que c'est loin d'être trivial. Et donc, par exemple, on travaille aujourd'hui, on discute avec des fabricants de cartes HD pour monter ces systèmes globaux de localisation véhicule. Romain, j'ai une autre question qui est apparue, une question que je t'avais moi-même posée il y a quelques temps. Comment vous travaillez-vous avec l'ESSP? Est-ce que vous travaillez avec l'ESSP? Et si oui, comment? Une précision dans la cartographie des acteurs et opérateurs, surtout du signal. Alors, l'ESSP opère un service d'augmentation GNSS qui s'appelle EGNOS. C'est un système qui est dans le champ des SBAS, Satellite Based Augmentation System. EGNOS, ça permet, comme tous les SBAS, d'avoir une précision absolue qui est de l'ordre du mètre. C'est des systèmes qui ont été faits pour l'aéronautique, pour positionner précisément les avions, notamment dans les phases d'approche sur les aéroports. Aujourd'hui, on s'est positionné, on utilise EGNOS pour positionner les avions, les aligner sur les pistes jusqu'à 200 pieds d'altitude, avant que ce soit d'autres systèmes ou le pilote en manuel qui aille faire la phase d'arrondi pour poser l'avion. Donc ça permet de trouver une piste tout temps, la nuit sans éclairage, dans le brouillard, etc. Avec une précision qui est de l'ordre du mètre. Le SSP est opérateur pour le compte de la Commission européenne et opérateur de ce service EGNOS. Donc, quand on parle du mètre, là, nous, on parle du centimètre, donc il y a un rapport 100 dans la précision, c'est le premier point. Et le SSP est opérateur, mais opérateur sans les assets propriété intellectuelle. C'est pas le SSP qui a conçu le EGNOS et qui est propriétaire de l'infrastructure permettant les augmentations. Les 34 stations qui sont en Europe, les stations RIMS, pour ceux qui connaissent, sont la propriété de la Commission européenne, plus ou moins directement, et la Commission européenne attribue des opérateurs à échéance régulière sur l'appel d'offres public. Donc nous, on est propriétaire de la technologie, propriétaire des assets permettant de la déployer, et opérateur. Et pour des classes de précision qui peuvent aller jusqu'à, pas tout à fait 100 fois plus précises, mais dans l'ordre de grandeur, d'un côté 1 mètre et de l'autre côté 4 cm. Donc au moins un facteur 10. Est-ce que ça répond à la question? Charlotte, est-ce que ça répond à ta question? C'était Charlotte Voisin de Invest in Toulouse. Elle me répond oui, donc c'est parfait, on peut continuer. Parfait. Merci pour la question. Donc maintenant qu'on a vu à peu près comment ça fonctionnait, les chaînes applicatives aval, et là, en fonction des métiers que vous pratiquez, n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Vous allez probablement, on va probablement arriver sur votre métier. Donc n'hésitez pas à compléter et à poser toutes les questions que vous voulez. Je vous disais tout à l'heure en introduction, ces GNSS sont utilisés massivement aujourd'hui. Si on regarde les chiffres, pour essayer d'objectiver un peu tout ça, les chiffres de la GSA, c'est l'agence européenne des GNSS. Alors c'est déjà ainsi, en fait, on a une agence européenne des GNSS, Global Navigation Satellite System Agency, GSA. C'est qu'il y a un intérêt stratégique pour l'Europe. Et en fait, il y a un intérêt stratégique pour l'Europe parce que si on regarde ce que les GNSS pèsent aujourd'hui et vont peser sur le segment 2019-2029, alors le chiffre fait peur en fait. La virgule ici, c'est pour séparer les milliers du reste, donc c'est 2525 milliards d'euros. Donc j'ai du mal à le dire à chaque fois, 2525 milliards. Répartis de la manière suivante, 38% pour les solutions, alors ce qu'ils appellent Consumer Solution, on va simplifier, on va dire smartphone. De l'autre côté, c'est les mobilités routières. On va simplifier, on va dire automobile. Entendez là-dedans bus, camions, etc. pour 55%. Les deux sont des marchés émergents. Et puis les marchés avérés, c'est 7%.
de ce gâteau-là. Et dans les 7%, bah, il y a 1,4% d'agriculture, 2,4% de géomatique, on va simplifier, géomètre topographe, un petit peu de rail, un petit peu d'aviation, on parlait d'EGNOS et de ses certifications aéronautiques, soit pour les avions tels qu'on les connaît, soit pour les drones, un petit peu de maritime, et puis un petit peu d'infrastructures critiques. Alors c'est pas pour le positionnement sur les infrastructures, c'est pour la datation temporelle. J'en ai pas trop parlé. Si certains d'entre vous sont intéressés, on pourra ouvrir cette porte-là. Et donc les marchés avérés aujourd'hui représentent 170 milliards. C'est pas rien, hein. Je dis 7%, faut pas entendre de méprise là-dedans. 170 milliards sur 2500 globalement. Et donc l'augmentation GNSS vient catalyser l'ensemble de ces activités. En 2020, ça pèse déjà 23 milliards d'euros et ça va croître de 80% sur 5 ans pour atteindre 42 milliards en 2025. Et si on regarde les chaînes applicatives aval, là, dans cette description du marché, il y a 3 choses. Il y a les récepteurs, il y a tout le hardware, il y a tous les services d'augmentation, et puis il y a toutes les chaînes applicatives aval utilisant le GNSS. Ces chaînes applicatives aval, qui sont probablement vos métiers à vous, vont passer en 2020 de 85 milliards en 2025 à 122 milliards, donc vont croître de 40%. Alors si on regarde un peu à quoi ça correspond dans le domaine du géospatial, c'est passer des systèmes d'information métiers à des systèmes d'information géoréférencés pour ajouter la dimension spatiale aux bases de données. Et donc ajouter à une information métier le temps à laquelle cette information a été acquise, et puis l'endroit où on l'a acquise, donc les coordonnées 3D de l'endroit où on a fait une mesure sur le terrain, pour passer d'un système d'information qui était monodimensionnel, mon info métier, à une info qui devient un système d'information qui devient 4D, 3 dimensions, enfin qu'on enrichit de 4 dimensions pour devenir 5D. Donc on l'enrichit des 3 dimensions d'espace et puis du temps. Et ça, dans le domaine de la topographie, de la cartographie, des systèmes d'information géographique, de la détection des réseaux enterrés, de la photogrammétrie, de la télédétection, de la bathymétrie. Donc l'idée, c'est de dire que quand je couple un récepteur GNSS ici à des scanners laser, les scanners laser vont pouvoir scanner l'environnement. On a vu tout à l'heure ce que ça donnait en termes d'image. On en voit une autre ici. Ma voiture va passer sur la route. Je vais scanner l'environnement et comme je connais précisément la position de mon récepteur GNSS et que je connais les bras de levier dans mon dispositif d'acquisition, je connais la position des points de référence de chacun de mes scanners laser et donc j'obtiens les coordonnées ici de plusieurs millions de points obtenus en temps réel par le dispositif et où là, je ne sais pas si vous le voyez bien à travers le webinar, mais c'est pas des objets, hein, c'est bien un nuage de points qui est suffisamment dense pour que naturellement les objets apparaissent. Et donc je peux aller, chacun de ces points est connu très précisément en coordonnées à l'échelle de quelques centimètres, et donc je peux aller mesurer là-dedans la dimension des objets, je peux aller voir si les caniveaux sont encombrés de feuilles, si oui de combien, si je vois une fissure dans la route, je peux mesurer la taille de la fissure. Enfin, on est dans l'acquisition géospatiale et dans la mise en place d'un jumeau numérique du monde réel. Et on va le voir après, qui est un asset clé pour piloter les activités terrain. Et des capteurs comme ça, je peux en ajouter une infinité à mon récepteur GNSS. Je peux mettre un géoradar pour aller voir ce qu'il y a dans le sous-sol et déterminer la position exacte des réseaux enterrés, la manière dont ils se superposent ou se juxtaposent. Et là, il y a des grands intérêts à chaque fois que je vais voir ouvrir le sous-sol pour accéder à un de ces réseaux pour pas aller détériorer les réseaux voisins. Si je couple mon récepteur GNSS à des sondeurs acoustiques, j'en parlais tout à l'heure, pour faire la carte du fond des océans, j'obtiens la position de tous les enrochements d'une digue dans ces parties immergées. Et donc, ce jumeau numérique du monde réel, je peux l'avoir pour tout ce qui est aérien, pour tout ce qui est sous l'eau.
pour piloter mes activités terrain. Et comme chacun des capteurs est mis en référence à quelques centimètres près, des jeux de données acquis par exemple, une caméra couplée à un récepteur GNSS sur les parties émergées de la digue et puis sur un autre drone pour les parties immergées de la digue, tous ces jeux de données se raccrochent les uns aux autres avec la précision de quelques centimètres près pour obtenir le continuum d'informations. Et ça me permet de piloter mes activités terrain dans le domaine de la construction, où on voit ici un bulldozer avec deux antennes, deux récepteurs GNSS, un qui va donner la position de la lame et l'autre qui va donner l'orientation de la lame. Et donc, connaissant le jumeau numérique du monde réel, je reviens sur mon illustration d'avant, je vais savoir comment mon terrain est à l'instant où je l'attaque. Je vais avoir dans ma machine le plan de conception de mon chantier qui va me dire, me donner toutes les coordonnées du chantier tel qu'il doit être réalisé. Si par exemple je dois enlever une butte de terre pour faire un parking avec une pente de 3% pour que l'eau puisse s'évacuer, je vais savoir exactement où est ma butte. Le logiciel qui est dans le bulldozer va pouvoir déterminer l'entrée en terre, c'est-à-dire l'endroit où la lame va venir taper dans le terrain pour commencer à déblayer. Et puis le logiciel va pouvoir déterminer les mouvements de terre à effectuer pour que la terre que je déblaye à un endroit puisse servir de remblai à un autre avant que le surplus final puisse partir dans un camion pour sortir du chantier. Et donc on arrive à faire à asservir la lame du bulldozer de manière à ce que le bulldozer et la direction du bulldozer et la motricité du bulldozer de manière à ce que le bulldozer travaille tout seul. Alors là, si vous regardez bien, on voit quelqu'un dans la cabine. Mais en fait, faut pas se tromper, c'est un drone. La personne qui est dedans est là pour assurer les conditions de sécurité de ses copains qui vont passer à côté de la machine dans le cadre du chantier, de manière à écraser personne, de manière à s'assurer qu'il n'y ait pas une faute logicielle qui fasse que le bulldozer se mette à traverser la nationale qui est en face. Donc la personne est là pour opérer la sécurité du drone, mais le bull travaille tout seul. Et on fait exactement la même chose sur des pelleteuses, en couplant du GNSS sur la tourelle avec des capteurs de mesure d'angle, des extensiomètres de vérin pour déterminer la position du godet et creuser des tranchées en mode automatique avec les bonnes pentes sans défoncer les réseaux d'eau, de gaz, d'électricité, de télécom enterrés, puisque avant avec mon géoradar, j'ai vu ce qu'il y avait dans le sous-sol. Et donc on arrive vers une digitalisation des activités au sens du pilotage des activités. Mais pour de vrai, quoi, pas alors je caricature un peu, mais la digitalisation des activités, on peut l'entendre comme la super apps qui permet de saisir ses notes de frais en prenant des photos des tickets. C'est la digitalisation des activités, mais là on voit qu'on rentre dans d'autres process et que c'est la digitalisation des activités industrielles. Et ça, pour toutes les opérations de construction, y compris les plus complexes, on voit ici une barge où, par positionnement précis, je vais pouvoir poser un bloc de béton, terrasser le fond de la mer, venir poser un bloc de béton très substantiel qui va servir de socle et d'amer, par exemple à une éolienne, savoir précisément où est positionné le bloc de béton, savoir précisément comment je descends mon éolienne pour aller trouver le bloc de béton, puis la tourner du quart de tour pour venir la visser sur le support, de manière à ce qu'elle soit définitivement ancrée sur le fond. Et donc on arrive à faire des choses par la localisation précise. Le bulldozer, avant, on simplifie l'opération du conducteur, mais on savait terrasser. Avant, on ne savait pas mettre des éoliennes en pleine mer dans 70 mètres d'eau. Donc ça ouvre dans la construction tout un nouveau champ. Et dans l'asservissement et le pilotage des activités terrain, on voit par exemple dans un port comment tout ça peut fonctionner. Ici, j'ai une drague, j'ai deux récepteurs GNSS sur la drague, ça me permet d'avoir sa position, son orientation, avec un capteur de mesure d'angle sur l'élan de la partie du bras là qui va venir manger les sédiments. Je sais de combien elle a enfoncé. Donc si j'ai fait une bathymétrie, j'ai la carte du toit des sédiments et au fur et à mesure que la drague va travailler, si je sais mesurer la densité des sédiments qui transitent dans la drague, cette partie-là va venir manger le sédiment en tournant. Les sédiments vont être aspirés, l'eau chargée de sédiments va être aspirée
par la drague qui va l'envoyer sur un autre bateau qui va l'envoyer au sol, je vois en tant qu'opérateur dans ma drague en temps réel comment je suis en train de mettre en place le chenal de navigation à la côte bleue qui est la côte requise pour faire passer le bateau. Et le bateau, le même bateau va avoir également des récepteurs GNSS permettant de déterminer la position précise de ces différents composants, donc typiquement avant-arrière, pour venir, basé sur cette position globale du bateau, donc position et orientation du bateau, venir asservir des moteurs de proue et d'étrave pour donner la consigne de balancer l'avant du bateau d'1 cm par seconde vers la gauche, l'arrière de 9 cm par seconde vers la droite, le tout en avançant de 50 cm seconde pour passer le bateau dans l'infrastructure. Où globalement, la taille des bateaux fait qu'augmenter. La taille des infrastructures est figée pour 40 ans, le temps de les amortir. Et donc, on fait passer des bateaux de plus en plus gros dans des trous de plus en plus petits. Et quand la technologie permet plus de le faire, c'est le point de reprise de l'infrastructure où on va élargir l'écluse. Et ça touche des process pas neutres du tout. On a réélargi il y a 10 ans le canal de Suez. On se pose déjà la question de le réélargir. Et donc, les GNSS aident, les GNSS augmentés aident à changer le monde pour mettre tout ça en place. Et ça peut aller... Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont dans ces domaines-là du géospatial et de la construction et qui voudraient partager ou aller un peu plus dans le détail? Je regarde si j'ai des questions qui arrivent. À ce stade, je n'en vois pas. Les personnes que j'aurais voulu avoir ne se sont pas connectées sur ce domaine, tout ce qui était canalisation, BTP et autres. Mais on verra ensemble comment leur communiquer cette information-là. Donc, a priori, aujourd'hui, il n'y en a pas. Okay. Mais à suivre. Parfait. Donc, on vient de voir géomatique, enfin, on vient de voir le surveying, la construction. Ça sert également dans l'agriculture pour des applications d'agriculture de précision. L'agriculture de précision, c'est la bonne dose de produits au bon moment, au bon endroit, et plus globalement, la bonne conduite des opérations agricoles. Donc, typiquement, la première chose qu'on peut faire en ayant un GNSS précis sur un tracteur, c'est de perdre moins de temps, donc de travailler tel qu'on travaillait toujours. Donc, typiquement, si je déchaume une parcelle lors d'une opération de travail du sol, je vais passer mon outil ici qui est un déchaumeur qui va retourner la terre. Et puis, si j'avais pas eu de récepteur GNSS permettant de me localiser précisément, j'aurais travaillé ma bande de terre ici, j'aurais fait des demi-tours dans le bout du champ pour réaligner mon outil au plus juste, et puis j'aurais travaillé la bande ici, je serais arrivé à l'autre bout de la parcelle, j'aurais recommencé, et donc j'aurais perdu du temps en manœuvre à chaque bout de la parcelle. En ayant une fonction de positionnement précis, on va pouvoir avancer toujours en marche avant, et plus mon GNSS va être précis, plus je vais pouvoir venir refermer les bandes sans faire de manque et de recouvrement dans mon travail. Et ça, le gain de temps, ça va être du gain de masse salariale, ça va être du gain de temps machine, ça va être du gain dans le temps machine de gasoil. Et tout ça, ça va assez facilement représenter 13 à 30% d'économie en charge variable sur une exploitation agricole, dépendant du type de culture, etc. Donc c'est un gain colossal, déjà rien qu'en faisant ces premières applications-là. Et pour refaire le lien avec la question de tout à l'heure, EGNOS est très utilisé dans le domaine agricole parce que pour déchaumer comme ça et maintenir un recouvrement à 30 cm entre deux passages, je disais tout à l'heure, la précision absolue d'EGNOS est de l'ordre du mètre. La précision relative à 15 minutes, c'est un indicateur qui est utilisé en agriculture. C'est de l'ordre de 30 à 50 cm parce que les erreurs sont quand même corrélées dans le temps, notamment les erreurs d'atmosphère à un nombre donné. Et donc, on a une meilleure précision relative qui permet de passage en passage de travailler avec EGNOS à 30-50 cm. Et donc là, il y a déjà des gains importants. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi je retourne une parcelle comme ça, massivement, partout,
pour aller mettre du maïs sur cette parcelle, ce qu'on voit ici en bas à gauche, tous les 80 cm. Je travaille 100% d'une parcelle pour utiliser 20% de la parcelle avec mes plantes. Donc on voit une incohérence arriver et on se dit, ben ok, pourquoi je vais pas plus loin dans la précision de mon système de localisation pour venir ouvrir un sillon, venir planter dans ce sillon et venir traiter dans ce sillon. Et là, on voit des systèmes où 1 + 1 = 3. Je travaille moins le sol, donc je déstructure moins le sol, et notamment tout le microbiote, toute la faune microbienne du sol qui va permettre de transformer le minéral en matière organique. Je laisse le paillage de la culture d'avant, donc mon maïs de l'année d'avant, il est là. Donc il permet, non seulement je retourne pas la terre qui va sécher, être exposée au vent, au soleil, pour venir réarroser derrière dès que je vais avoir semé, donc d'être dans des schémas schizophrènes où j'assèche pour venir arroser. Là, on garde le paillage de la culture d'avant, donc on garde la capacité hydrique du sol. Et puis ensuite, je vais venir traiter massivement toute la parcelle avec des engrais. Et là, les engrais, je pourrais les appliquer sur le rang de semis et donc mieux faire. Et donc, on voit que l'augmentation GNSS permet d'aller en profondeur dans le changement des métiers et des pratiques. Je vais mettre ça dans l'industrie en parlant de pratiques industrielles agricoles. Et là, par exemple, on travaille avec une coopérative qui s'appelle Terrena. C'est la plus grosse coopérative française qui est dans l'ouest de la France, qui est la 9e coopérative européenne. Le concept qu'ils ont développé, enfin ils l'ont bien marketé, ils appellent ça l'agriculture écologiquement intensive. Et en fait, ils ont montré qu'en ayant une empreinte environnementale moindre, on produisait plus. Dans des schémas comme ça, d'agriculture de précision poussée à leur paroxysme, où ils réduisent la dose d'engrais à l'échelle de la parcelle, mais ils l'augmentent à l'échelle du rang. Et donc globalement, on met moins à l'hectare, mais on met beaucoup plus sur le rang, et donc on fait des maïs 30% plus gros. Tout en ayant travaillé le sol avec des machines 3 fois plus petites. Au lieu de 300 chevaux sur un gros tracteur comme ça, on peut faire avec des drones agricoles de 100 chevaux, moins de 100 chevaux, qui font quelques centaines de kilos au lieu de la dizaine de tonnes d'une machine comme celle-ci. Et donc on peut électrifier. Donc voilà, ça change. Si on tire le fil de ce qu'apporte la fonction de localisation précise, ça change. Ça peut changer les process métiers très fortement. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par l'agriculture de précision, dont c'est le job, ou par l'agriculture au sens large ou la production végétale? Alors, il n'est pas là. C'est triste, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas là, en fait. Okay. C'est la réalité. Donc, c'est pas grave. Moi, j'ai appris plein de choses, donc on pourra les orienter. Dans l'aviation, on parlait tout à l'heure d'EGNOS pour les procédures d'approche qui s'appelle LPV 200, l'alignement sur les pistes. L'idée qu'on peut avoir derrière, c'est de dire pourquoi on ne va pas jusqu'à la piste et pourquoi le pilote n'est pas complètement redondé jusqu'à l'atterrissage automatisé. Et pourquoi on ne dronifie pas la fonction? Il y a des gens qui se posent très sérieusement la question. Le gros porteur que vous voyez en bas à gauche est aux couleurs de la NASA. Ils ont un projet de dronification du fret aérien avec UPS. Ça peut faire peur, mais ça commence à fonctionner. Et donc, quand on parle de pont aérien, un des facteurs limitants, c'est le contrôle aérien et puis c'est les pilotes. On pourrait mettre des avions à quelques dizaines de minutes les uns des autres pour monter des ponts aériens avec des gros porteurs dronifiés. Pour le coup, il va falloir savoir précisément où sont les roues à quelques centimètres près, et puis où est la piste évidemment à quelques centimètres près. Et puis peut-être un peu moins risqué, un peu moins science-fiction, encore que on aurait parlé de ça il y a 5 ans, on aurait peut-être eu des avis différents, c'est le contrôle aérien du drone. On a tout un tas de petits porteurs qui volent, et pour des besoins professionnels, d'acquisition de données. On voit ici de données de masse végétale dans des vignes, avec des capteurs dédiés. Ces objets-là ne sont pas visibles par le contrôle aérien tel qu'il est mené aujourd'hui avec des radars, ils sont trop petits. Et pourtant, il faut leur donner des autorisations de vol pour éviter tout un tas de bêtises et de mauvaise gestion de l'espace aérien. Donc, ça peut se faire par GNSS. On pourrait rentrer dans un système de contrôle aérien des drones basé sur le fait qu'ils aient un GNSS augmenté à bord.
et qu'in fine, la DGAC ou tout autre organisme de contrôle soit capable de valider que le drone est bien dans le plan de vol qui lui a été attribué. Dans le domaine du ferroviaire, ça permet le suivi de trains et de wagons. Alors aujourd'hui, on sait localiser les trains, j'en parlerai un peu tout à l'heure, dans les réalisations effectives réalisées par Geoflex. On sait localiser, la SNCF sait par exemple localiser ses trains avec de l'infrastructure sur la voie, ce qui est très lourd et très cher. Et donc de pouvoir avoir un système embarqué sur le train, ça permet de plus avoir ces assets de localisation sur l'infrastructure et donc de faire des infrastructures beaucoup moins chères en investissement en opération. Et ça peut aller jusqu'au train autonome également. Alors quand je dis train autonome, entendez, c'est comme le bulldozer de tout à l'heure en fait, avec des systèmes d'aide à la conduite de plus en plus poussés pour le chauffeur qui peut du coup focaliser son attention sur d'autres opérations du train que sa conduite stricto sensu. Dans l'automobile, on parle de système d'aide à la conduite et de maintien d'un véhicule sur sa voie de circulation. Et ça touche 40% des voitures aujourd'hui, où il y a des caméras qui permettent de lire le marquage et qui permettent, ayant les deux marques, d'asservir la direction pour rouler entre ces deux marques. Et donc, c'est les quelques coups de volant que peut-être vous voyez apparaître de temps en temps quand vous conduisez. C'est pas vous qui les avez donnés, vous sentez le volant bouger un petit peu, parce que la voiture se centre mieux sur sa voie, si votre attention était relâchée. Le truc, c'est que quand vous, en tant qu'humain, vous voyez plus les lignes blanches, dites-vous que ça fait déjà quelques temps que les caméras les voient plus. Les caméras n'ont pas la dynamique de votre œil et puis les capacités connues de votre cerveau pour aller voir un marquage pseudo-effacé ou dans toutes les conditions de contre-jour, de mauvaise visibilité de nuit quand il pleut, etc. Et donc, de venir rajouter un GNSS augmenté sur le véhicule permet de redonder les blocs de caméra pour améliorer la fonction. 40% des véhicules occupés, je ne vais pas citer les constructeurs, enfin si, ils sont cités un petit peu plus loin, mais ils sont deux à la limite, ça ne mettra personne dans l'embarras. Renault et PSA tombent à peu près d'accord sur le fait que cette fonction uniquement à base de caméra est disponible moins de 50% du temps. Donc globalement, ça marche bien sur autoroute. Et puis ça marche plus du tout sur les petites départementales. Donc de venir l'augmenter par GNSS a un intérêt fort, jusqu'à la sécurité des gens qui sont dans ces voitures. Et puis là, on est sur des niveaux d'aide à la conduite dits de niveau 3. Des véhicules, donc ce niveau 3, ça veut dire qu'il faut que l'opérateur humain soit capable de reprendre la conduite en quelques secondes. Niveau 4, sur des portions habilitées, le véhicule est complètement autonome et donc on ne touche plus aux organes de direction et de contrôle de la voiture. Et niveau 5, on enlève le volant et les pédales. Donc ça devient un salon roulant. Donc niveau 3, il y a aujourd'hui une réalité marché importante sur des centaines de milliers de véhicules. La moindre série de véhicules haut de gamme lancés sur une chaîne de production aujourd'hui, c'est de 300 à 400 000 voitures. Pour continuer dans la partie mass market, on arrive sur les services géolocalisés grand public sur smartphone. Et là, ça touche un nombre d'activités incalculables et quasiment infini. En discutant avec des intégrateurs possibles, en fait, des opérateurs bancaires, nous ont dit c'est vachement bien votre augmentation GNSS à mieux que le mettre sur smartphone parce que ça nous permet la double authentification sur les distributeurs de billets. Alors on leur dit comment ça permet la double authentification? Ils disent bah ouais, vous mettez votre carte, vous faites le PIN code. Si vous vous êtes fait piquer votre carte, éventuellement c'est pas vous. Si en plus votre smartphone et par le système d'information, on vous demande une double authentification, on vous demande si c'est bien vous qui êtes à l'origine de la demande, que vous validez oui et qu'en validant oui, dans le message, dans le pop-up qu'on vous fait apparaître, vous renvoyez votre position et que vous êtes devant le dit distributeur à mieux que le maître.
bah, on a un facteur supplémentaire d'authentification qui est réputé fort. Et donc, ça sécurise le système bancaire et donc on est très content. Dans l'assurance, on voit des systèmes apparaître où, pour les gens qui l'acceptent, ils peuvent installer une apps de leur assureur qui va évaluer leur score de conduite. Et en fonction de ça, plus ils auront un score de conduite, meilleur sera leur score de conduite, plus bas sera leur prime d'assurance. Les mêmes assureurs disent, bah, à partir du moment où on a comme ça, pour les gens qui le souhaitent, la trajectoire des véhicules, on peut les stocker dans une fonction boîte noire. On peut stocker en permanence les 10 dernières minutes des trajectoires et ça permet sur des chocs, sur certaines typologies d'accidents, choc frontal sur une départementale, il n'y a pas de traces de frein, il n'y a rien, il y a juste 2 voitures dans le décor, et bah, de savoir qui roulait sur la voie d'en face et qui s'était endormi. Et donc de simplifier les processus d'établissement de constat et les processus d'indemnisation où il n'y a pas d'enquête très compliquée à faire pour savoir qui était en tort. Dans la mobilité, on parle Romain, excuse-moi de te couper. C'est très intéressant. Je pense que c'est vraiment cœur pour nous de t'écouter. Néanmoins, le meet-up devra se terminer dans quelques minutes parce qu'il faut relâcher la ligne. Voilà. Aucun Je t'invite à conclure, mais on se quelques refera dizaines de peut-être secondes une près suite. dans les slides. Oui, mais pas de souci. Alors, vas-y, essayer de finir, mais c'est passionnant, donc on a vraiment envie de t'écouter en tout cas. Dans la mobilité, ça peut permettre la gestion des péages automatiques en fait. Pourquoi on s'arrête mettre des pièces ou une carte bleue pour lever une barrière? Donc ça touche, il y avait l'éco-péage le boulet était passé pas très loin. Dit comme ça, c'est peut-être un peu négatif, mais de charger précisément et de fiscaliser précisément les camions quand ils empruntent le réseau secondaire. C'est pas bête pour les gens qui paient le réseau secondaire de fluidifier le trafic pour des opérateurs autoroutiers. On pourrait complètement et sans rien mettre dans la voiture, sans équiper la voiture, simplement par le système d'information, faire en sorte que les barrières s'ouvrent quand les gens passent et puis qu'automatiquement leur compte soit débité. On pourrait donner des indications de navigation sur la bonne voie de circulation en réservant des voies pour le télépéage, ces voies de covoiturage, pardon. Ça existe aux États-Unis. On pourrait très bien avoir des fonctions de guidage qui sont plus à l'arc routier comme aujourd'hui. Vous avez le sens de circulation, mais à la voie de circulation et donc aux 4 voies sur lesquelles vous avancez pour vous dire de prendre la deuxième en partant de la gauche, qui est la voie réservée au covoiturage sur laquelle vous arriverez plus vite à destination. Et puis, dans l'intermodalité des transports, passer d'un vélo à une trottinette, à un parcours à pied, à un bus. Si on sait précisément où est la trottinette, où est le vélo, à quelle heure arrive le bus, on vous donne les bonnes recommandations pour faire. Et au final, on facilite la vie de l'utilisateur. Dans la sécurité, donc on voit que c'est des choses qui sont pas neutres. Hein. Mobilité, sécurité, c'est des fonctions clés. Appel d'urgence, j'ai un problème j'ai un problème tout court, agression, panne véhicule, etc. Je peux appeler le 112 ou je peux appeler qui de droit en appuyant sur un bouton. Et donc à partir du moment où on sait où ça se passe de manière précise, il y a une meilleure diligence dans l'intervention. Voire des appels d'urgence pour les personnels isolés dans l'industrie. Une précision d'1 mètre sur smartphone, on arrive à voir un opérateur en posture debout ou en posture couchée. Quelqu'un qui fait un AVC et qui se retrouve allongé au sol, on le voit à travers la position de son smartphone et on peut dépêcher les secours. Donc ça, c'est de la gestion d'appels de sécurité automatisés. Et pour revenir à l'agriculture, ça permet d'aller lever, si à l'agriculteur, je fais le tour de mon champ, je vois des zones de mauvaises herbes, des zones de flaques d'eau ou des fentes de dessiccation parce qu'il manque de l'eau, je peux appuyer très rapidement sur 3 boutons, dessiner une surface sur mon smartphone pour que ce soit transmis dans mon système de gestion de ferme qui va me dire qu'il faut aller arroser à tel endroit, qu'il faut aller appliquer des mauvaises herbes, des traitements contre les mauvaises herbes dans tel secteur, etc., etc. Des trucs un peu, alors plus futiles, mettons-y les guillemets qu'on veut, du géomarketing. Je sais où sont les produits, je sais où sont les consommateurs, et donc je peux faire se rencontrer les deux.
et puis plein d'autres choses. Et en fait, depuis la version 7 d'Android, c'est Google qui a normalisé l'accès aux mesures réalisées par le récepteur GNSS des téléphones mobiles pour rentrer dans tous ces métiers, dans toute cette connaissance des activités, permettant de piloter les activités. Et donc pour Google de générer de la valeur financière, enfin de la valeur économique, au-delà du moteur de navigation. Donc aujourd'hui, on sait récupérer les observables d'un téléphone sous Android, 7 ou supérieur, et puis enrichir les systèmes d'information des positions des utilisateurs pour tout ce qu'on vient de voir là, et plein d'autres choses qui sont à inventer. Globalement, si je laisse un téléphone sur un point connu en coordonnées, en 30 secondes, on passe sous le mètre, et on arrive à peu près 80 cm en quelques minutes, avec des récepteurs monofréquences, les nouveaux téléphones commençant à être bifréquences. Donc typiquement, positionnement GNSS seul du téléphone, il n'y a pas les IMU du téléphone, il n'y a pas le positionnement Wi-Fi, il n'y a pas le map matching sur la voie de circulation, c'est le capteur GNSS brut. Voilà ce que ça donne, capteur GNSS brut plus nos corrections, voilà ce que ça donne sur la partie droite. Et donc, j'allais dire à ceux que ça intéresse d'inventer la vie qui va avec, en termes de création de nouvelles applications. Bravo Romain, je suis désolée, il faut qu'on finisse, c'était passionnant. Est-ce que tu en as, parce qu'on me presse de relâcher la ligne, est-ce que tu as encore 2-3 éléments? Les gens nous voient plein de remerciements et de bravo pour toi, pour cette présentation. Trop courte, c'est vrai, je suis bien d'accord Jean-François. Bravo, je partage aussi ce que nous a dit Charlotte. Passionnant, ça éclaire sur le nouveau marché et beaucoup de fluidité dans ta présentation, ce qui a permis de bien comprendre l'usage. Je pense qu'on va te réinviter, comme ils disent dans la télé, j'aime bien ça. Voilà, on va faire une V2 et tu vas continuer cette présentation des usages parce qu'on a un vrai engouement tous là autour de cette présentation et vraiment c'était passionnant. J'ai que des bravos et des merci et c'était passionnant qui s'affiche. Donc je pense que les participants étaient très contents de t'entendre et de revoir ou redécouvrir tout ce qu'on peut faire avec la précision dans le signal de navigation par satellite. Moi, je vais te remercier et je vais te proposer d'en finir maintenant. Je suis désolée, nous sommes rattrapés par la réalité du confinement. Vous devez entendre beaucoup de choses derrière moi et aussi par la nécessité de partager l'espace. À bientôt et je te recontacte un petit peu après dans la journée. Ouais. Oui. Et puis rendez-vous à une V2 si ça vous intéresse et puis soit comme ça en distance, soit en présentiel. Dès qu'on peut, voilà, au district, oui. Ouais, dans quelques semaines. Ah, ça serait super. Ça serait vraiment très très intéressant. Et puis j'essaierai de ramener encore plus de gens sur des différents milieux applicatifs que tu as identifiés parce qu'il y a vraiment des entreprises qui sont clairement dans ces domaines, qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, que ça intéressera en tous les cas. Parfait. À bientôt. Un grand merci à tous. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci à toi aussi. Au revoir. Au revoir.